On a identifié qu'aujourd'hui, la tendance lourde du marché, c'est de plus en plus à avoir des créateurs de contenu qui sont indépendants. Historiquement, le modèle de Webedia, qui était un modèle d'agence exclusive, c'était de dire j'investis sur un talent pendant 1, 2, 3 ans, je perds de l'argent. Et puis arriver un moment où je vais arriver à une taille critique de chiffre d'affaires qui va faire que je vais amortir mes coûts et là, je vais avoir des marges qui sont très élevées. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, le créateur de contenu, dès qu'il commence à générer plus de 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il s'en va, il crée sa structure, il recrute ses propres salariés. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Noyac, directeur de Propulse, une filiale du groupe Reworld Media, alors que vous ne le connaissez probablement pas, mais donc justement c'est l'objectif. Pierre, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour François, merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, je t'en prie. Alors je disais, voilà, Propulse, j'ai mis tout de suite en avant une filiale de Reworld Media parce que c'est quand même bien affiché sur le site. Propulse, c'est une solution qui permet en fait de propulser, d'où le jeu de mots hyper subtil, les contenus de créateurs, de médias sur les réseaux sociaux. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Je trouvais ça assez intéressant puisque on a vu quand même l'émergence de ces créateurs de contenu qui sont sur les réseaux sociaux, mais derrière, il y a des agences, il y a des outils, il y a tout un savoir-faire qui s'est développé, que propose justement Propulse, et ce qui va nous permettre un peu de parler aujourd'hui de création de contenu et de plateforme. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu avant tout ça la jeunesse de Propulse? Oui, bien sûr. Historiquement, en fait, on était Studio 71, qui avait été racheté par Unify à l'époque, donc qui était la structure digitale de TF1. Ouais. Et donc racheté par Reworld. Voilà, et par donc, la suite. Exactement. Donc suite au rachat par Reworld Media, on a identifié cette activité, donc qui est une activité de distribution sur laquelle je reviendrai un peu plus précisément ensuite. Donc voilà, donc suite au rachat par Reworld Media de Unify, on a identifié cette structure de distribution dont le métier principal en fait c'est de prendre des contenus qui ont déjà été produits et de les repacker entre guillemets pour les diffuser sur Facebook, Snapchat, TikTok et générer de la monétisation plateforme. Donc notre cœur de métier aujourd'hui, c'est d'être capable de produire des vidéos qui soient vraiment optimisées pour chaque plateforme et qui génèrent un maximum de revenus pour nos créateurs. Le principe, c'est qu'en fait aujourd'hui un créateur, il va avoir le temps de gérer 1 ou 2 réseaux maximum. Ouais. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'en son nom, nous, on s'occupe de gérer les autres réseaux sur lesquels il n'a pas forcément le temps de s'en occuper. C'est ça, c'est un peu industrialisé, faire un peu le leverage qui lui permette de se développer comme il ne pourrait pas le faire tout seul. On va là vraiment un peu sur la carte d'identité, puis après on va vraiment creuser un peu les sujets. Donc là, les solutions que tu as dit, c'est quoi? C'est permettre de faire plus de vidéos. C'est ça les solutions? C'est la technique, c'est du conseil? Exactement, donc c'est un processus industriel. Aujourd'hui, on sort entre 100 et 150 vidéos tous les jours. C'est d'être capable pour chaque contenu qui a été produit par un créateur d'en sortir la meilleure version pour chaque réseau et de s'assurer de rester dans les guidelines que le créateur de contenu nous donne. Puisque en fait finalement on opère ces bébés entre guillemets, ça c'est vraiment un terme que j'entends très souvent sur le marché, c'est que les créateurs de contenu considèrent toutes leurs vidéos comme leurs petits bébés, ouais. Et donc il faut que leurs bébés on les traite de manière optimale et qu'on arrive comme la crèche quoi, tu regardes tu fais la sélection, c'est important de savoir à qui tu vas confier ton bébé quoi. Voilà exactement, et c'est vraiment aujourd'hui un vrai quelque chose qui est très important dans le processus de décision des créateurs, ouais. C'est de leur expliquer, de leur montrer qu'on est capable d'opérer leur contenu comme si c'était eux et qu'ils puissent vraiment nous faire confiance. Ensuite, on s'intègre évidemment dans tout leur processus de validation. On a des créateurs de contenu qui nous disent écoutez, faites ce que vous voulez, moi je vous fais confiance, je vois que vous travaillez bien, je reviens à la fin du mois pour relever les compteurs. Et inversement, d'autres créateurs de contenu dans lesquels on va s'intégrer complètement avec leurs équipes, avec des processus de validation, de relecture et même de choix des vidéos qu'on va pouvoir publier. D'accord, donc c'est un peu du sur-mesure, etc. Exactement. Il y a beaucoup de sur-mesure.
tout l'ADN vraiment de Propulse, c'est complètement sur mesure. Nous, aujourd'hui, on se considère comme une boîte à outils. C'est-à-dire qu'on part vraiment du besoin du créateur. C'est-à-dire, est-ce que tu as besoin, en plus de qu'on gère uniquement ta page Facebook, est-ce que tu as besoin de sous-titrage? Est-ce que tu as besoin de montage? Est-ce que tu veux qu'on crée des concepts ensemble? Est-ce que tu veux qu'on te vende aux marques? Donc vraiment, on est positionné comme une boîte à outils et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de Propulse. C'est que historiquement, c'est un marché qui était très standardisé avec des offres type Webedia, JellySmack, où en fait, voilà, on rentrait dans les cases où on ne signait pas avec ces prestataires-là. Nous, l'idée, au contraire, c'est de retourner le modèle et c'est vraiment un prestataire de service, et vraiment le terme est important, de rendre service aux créateurs. Et donc, forcément, moi, tous mes partenariats sont différents l'un de l'autre. D'accord. Bah, ça, on va y revenir. Et c'était ma question suivante. Est-ce qu'il s'agissait plus de tech ou de service? Toi, tu penses que Propulse, c'est plutôt une boîte de service aujourd'hui? C'est ça. Alors après, on utilise des technologies, notamment pour le montage, où on a un petit peu d'IA qui nous permet de gagner du temps sur le montage. Sur la partie aussi sous-titrage, on va utiliser des IA ou des technos du marché. Mais avant tout, c'est un métier d'humain et donc c'est un métier de service. C'est ça qui est très, très, très important pour nous. C'est important dans votre ADN. Alors là, on parle de créateurs, mais en fait, vous avez grosso modo trois personas. Je ne sais pas comment vous dites, mais donc il y a les créateurs de contenu, il y a les médias. Vous accompagnez aussi des médias là-dessus. Et puis, dans la dernière case, que vous appelez l'entertainment/sport. Donc, j'imagine que ça peut être des clubs de foot, par exemple, qui pourraient vouloir se développer. Ça peut être des émissions. Exactement. En fait, toute entité qui va avoir un catalogue de contenu qui est supérieur à 20 heures est éligible pour travailler avec nous. D'accord. Donc, notamment, tu parlais des clubs de foot, c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, beaucoup de clubs de foot ont en fait accès à l'intégralité de leurs archives, qui sont numérisées plus ou moins bien, qui sont stockées plus ou moins bien, et qu'ils utilisent aujourd'hui plus ou moins bien sur les réseaux. Donc, on est en discussion justement avec un certain nombre de ces acteurs-là pour les aider à bien faire l'inventaire de tout ce qu'ils ont déjà, parce que souvent, en fait, c'est dans des lieux différents. Il y a des bobines dans un lieu, puis il y a des serveurs dans un autre lieu, et donc il faut être capable, voilà, d'avoir cette vision globale. Il faut aussi avoir la capacité industrielle à numériser tous ces contenus, à les rendre à des standards aussi qui sont visibles par les gens sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à la qualité de l'image, à la qualité du son, sur lesquels on a aussi cette expertise de numérisation. Et donc de plus en plus de ces acteurs se rendent compte que finalement ils sont assis sur un tas d'or, à la fois sur leur capacité à générer des communautés plus grosses, parce qu'évidemment, plus on va produire un contenu de qualité et en quantité, plus on va faire grossir ces communautés. Donc, c'est des choses qui peuvent valoriser vis-à-vis de leurs partenaires ou de leurs sponsors. Et à la fois sur la partie, tout bêtement, générer de la monétisation sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, Facebook, Snapchat, TikTok vont rémunérer les vues qui sont générées sur les réseaux. Sur leur plateforme. Et YouTube aussi, évidemment. Et donc, le modèle économique de Propulse, c'est une activité de régie, c'est un rev share sur la monétisation qui est faite? Exactement, c'est du pur rev share à la base, mais comme je te le disais... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum garantie, de choses comme ça? Alors, on a certains gros clients sur lesquels, en effet, il y a une logique de minimum garantie, à la fois pour avoir, pour le client, une avance de trésorerie qui lui permet de financer d'autres projets, et aussi pour qu'il y ait une sorte d'engagement qui fasse... signer aussi, à un moment donné, j'imagine qu'il y a un peu de concurrence et que ça se deal, quoi. Voilà, même si aujourd'hui, le marché, quand même, en revient beaucoup, parce qu'on est très dépendant des modèles économiques des plateformes, et ce sont des modèles qui peuvent changer du jour au lendemain. You don't say. On va y revenir justement un peu sur les plateformes. Je sais pas, le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est public ou que vous annoncez? Alors, on est sur un... fourchette. On est sur un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 millions d'euros et qui est sur une tendance de croissance qui est très forte, puisque comme je te l'expliquais, notre positionnement aujourd'hui a une traction qui est très importante sur le marché. Ce positionnement un peu de sur-mesure, très service. Boîte à outils. Vraiment, ça parle vraiment beaucoup aux créateurs, notamment parce que, en fait, il y a eu un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur le marché qui n'ont pas toujours, qui ont eu un peu les yeux plus gros que le ventre et donc qui n'ont pas toujours bien opéré tout le monde. Et donc, en fait, les créateurs se passent le mot, entre guillemets. C'est vite, quelque part. Voilà, exactement. Donc, nous, on a signé plus de 80 créateurs en 9 mois. Et on continue à en signer plusieurs toutes les semaines. Donc on est très content de cette offre qui, a priori, a trouvé son public. Parce que Propulse, je ne sais pas si tu l'as dit, mais donc sous cette entité-là, ça existe depuis avril dernier. Voilà, la marque commerciale Propulse a été créée depuis avril dernier, notamment parce que, comme je te le disais, sur le marché, l'image qu'on avait n'était pas forcément idéale, puisque
On a eu aussi nous-mêmes les yeux plus gros que le ventre historiquement. Et donc voilà, on avait quelques créateurs qui n'étaient pas forcément toujours contents de la prestation qui avait pu être donnée à l'époque. Et donc là, ça a été vraiment le point le plus important sur lequel on a travaillé sur les 3 premiers mois. C'est de remettre en fait un standard de qualité qui soit au niveau de ce qu'attendent les créateurs. Des trucs tout bêtes, mais créer une boucle WhatsApp pour que le créateur puisse nous contacter et poser ses questions, recevoir un reporting mensuel d'activité, répondre aux mails qui nous sont envoyés, voilà, des trucs vraiment très standard, j'ai envie de dire, c'est des choses qu'on fait tous les jours. Mais voilà, quand un acteur en fait va privilégier la croissance, signer beaucoup de créateurs, mais ne va pas forcément avoir la taille d'équipe qui va suivre en face, forcélement ce genre de choses c'est un peu plus compliqué. Oui, t'as un bel effet d'annonce au moment de signer le contrat, puis derrière en fait tu le gères mal, mais bon, comme t'en signes de nouveau, etc. Ok, donc il y a eu un peu de déception. Dernière question sur ce modèle un peu de rev share, c'est les régies souvent c'est 30%, ou ça reste ce standard-là, le partage de revenus entre le créateur et vous? C'est très dépendant en fait du chiffre d'affaires, parce qu'en fait finalement opérer un client c'est à peu près tout le temps le même coût. C'est-à-dire que vous opériez un client qui fait 15 000 euros de chiffre d'affaires annuel ou qui fait 1 million de chiffre d'affaires annuel, évidemment on va produire un peu plus de vidéos sur un client qui fait 1 million de chiffre d'affaires. Mais grosso modo, mettre une vidéo qui fait 1000 vues ou qui fait 1 million de vues, c'est le même travail. Voilà. Et donc, en termes de rev share, on est plus sur une base marché qui est autour de 50%. Et nous, qu'on essaye de faire remonter un petit peu plus sur côté créateur, puisque voilà, on a beaucoup travaillé, nous, sur l'optimisation de nos coûts. Et ensuite, de plus en plus, plus le créateur est gros, plus on va se rapprocher même de 25% pour nous, plus que 30%. C'est des grilles, en fait, pareil, qui se négocient Exactement. Au moment de la signature. Évidemment, il y a aussi, c'est un petit peu des vases communicants, c'est-à-dire que plus le créateur de contenu va mettre de contraintes, va demander des services additionnels, plus son rev share va baisser, et inversement, plus nous, on va avoir de la liberté à opérer le contenu tel qu'on l'entend, et donc pour maximiser le chiffre d'affaires, plus le rev share qu'on va être amené à prendre va être faible. Ok, très clair. Parlons un peu des créateurs de contenu. Est-ce que vous voyez justement un peu comme une écurie de talent à la Webedia? Est-ce que c'est ça en fait que tu es? Alors oui et non. Nous on se voit plutôt comme un network. D'accord. Okay, donc on est une boîte à outils et un network. Donc l'idée pour nous c'est d'agréger le maximum de créateurs de contenu indépendants sur le marché. Pourquoi je dis indépendant ? Parce qu'en fait, on a identifié qu'aujourd'hui, la tendance lourde du marché, c'est de plus en plus à avoir des créateurs de contenu qui sont indépendants. Historiquement, le modèle de Webedia, qui était un modèle d'agence exclusive, leur modèle, c'était de dire j'investis sur un talent pendant 1, 2, 3 ans, je perds de l'argent pendant 1 ou 2 ou 3 ans, et puis arriver un moment où je vais arriver à une taille critique de chiffre d'affaires qui va faire que je vais amortir mes coûts, et là, je vais avoir des marges qui sont très élevées. D'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, le créateur de contenu, dès qu'il commence à générer plus de 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel, il s'en va, il crée sa structure, il recrute ses propres salariés. Et on l'a vu notamment là avec Squeezie qui a fait son documentaire où il explique, voilà, maintenant je suis indépendant, je suis chez moi, j'ai mes propres salariés, je décide avec qui je travaille. Et en fait, ça pour eux, ça n'a pas de prix, quoi. On est vraiment dans un milieu qui est artistique où voilà, ce sont des artistes, donc ce sont des gens qui ont besoin d'avoir leur liberté créative, leur indépendance. Et donc, de plus en plus, le marché va vers là. D'ailleurs, Webedia a annoncé en septembre dernier qu'ils étaient en train de faire largement évoluer leur modèle et qu'ils allaient de plus en plus vers un modèle un peu comme nous, de boîte à outils, plus que d'agence mandat exclusif historique. Ok. Donc là, vous ne travaillez qu'avec des indépendants. Il n'y avait absolument pas de choses exclusives ou d'agents. Ils vont avoir en face ils peuvent avoir une agence qui va les représenter auprès des marques. Mais globalement, oui, c'est sur 95% de nos créateurs aujourd'hui sont des créateurs qui ont leur propre structure et qui sont indépendants. Très clair. Je regardais donc dans les personnes que vous accompagnez, dans les créateurs de contenu, il y a des profils très différents. Ça va d'un Tchera qui fait du contenu YouTube avec des célébrités, donc très divertissement, un Poisson Fécond qui fait des émissions culturelles pour les enfants. Comment se passe la rencontre? Comment vous sélectionnez les talents? Est-ce que vous avez une ligne éditoriale ou non, c'est clairement d'autres métriques que vous regardez? Nous, tout créateur de contenu qui est capable de générer de l'audience nous intéresse. Vous intéresse. Voilà. En revanche, nous, opérationnellement, en effet, on est structuré par pôle, par thématique de contenu, puisque en effet, ça nécessite une vraie expertise. On ne va pas opérer de la même manière Poisson Fécond qu'on opère Tchera aujourd'hui. Et donc, en fait, on va avoir besoin d'avoir des équipes qui ont un ADN, qui ont une connaissance du marché qui est différente.
Donc nous, on a 6 pôles thématiques. Ouais, tu peux les citer justement, les 6 pôles. Exactement, donc l'automobile, le bricolage, le lifestyle, le divertissement, le sport et la télé, et la télé-réalité. Donc en fait, 7 pôles, mais il y en a certains qui sont en commun. Qui sont ensemble. Et pourquoi c'est important d'avoir ces spécificités chez vous, enfin de votre côté dans les équipes, puisque là, vous faites... si vous allez voir aussi les marques et faire pour la monétisation, les sponsoring, etc., là, c'est justement pour une connaissance des annonceurs, des sponsors. Alors, sur le premier point, pourquoi aujourd'hui on est structuré en pôle thématique ? Parce que, comme je le disais en introduction, on opère les bébés des créateurs. Ouais. Donc, on a vraiment besoin de très, très bien les connaître et de très, très bien connaître leur contenu, de très, très bien connaître les codes de ces contenus-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des équipes qui ont l'expertise dédiée sur ce sujet. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Pour la première partie. Sur la deuxième partie, sur la partie régie, entre guillemets, et capacité à aller chercher du sponsoring, c'est pas notre cœur de métier aujourd'hui, puisque nous, l'essentiel de notre modèle économique, c'est générer du revenu sur les plateformes. Mais c'est des choses qu'on fait pour rendre service à nos créateurs. Donc, on a un certain nombre de créateurs qu'on représente aujourd'hui sur le marché. Et aussi, on a la chance de faire partie du groupe Reworld Media. Donc, on a aussi un pipe entrant en termes de régie qui est très important. Et donc, on est amené à faire bénéficier à notre network de créateurs de contenu d'opérations qui peuvent être menées avec nos médias ou directement avec des annonceurs. Donc, on ne s'interdit pas du tout d'aller développer cette activité-là. Mais elle est plus en réactif qu'en actif. Ouais, c'est opportuniste. Ouais, voilà. C'est vraiment de l'opportunisme. Et à voir. Enfin, vous interdisez rien, mais c'est pas le cœur de métier de Propulse, qui est vraiment la diffusion, la distribution sur les plateformes et ce partage autour du volume. Voilà, et ce qui est très intéressant en revanche sur notre modèle vis-à-vis des créateurs sur cette partie un peu régie, c'est que comme ce n'est pas le cœur de notre activité, les marges qu'on applique sont nettement inférieures à ce qui peut être fait sur la concurrence. Forcément, moi, sur un client que je rentabilise déjà, entre guillemets, sur la partie distribution, je n'ai pas besoin de le rentabiliser sur la partie régie. Donc, moi, mon idée, c'est plus de rendre une marque, un média, un créateur content, plus que de gagner vraiment absolument beaucoup d'argent à la fin du mois. Ouais, une espèce d'unfair advantage que tu as par rapport à des gens qui sont vraiment que sur ce côté riche. Voilà. Et donc voilà, donc on est beaucoup apprécié parce qu'en fait, finalement, cette valeur qui est captée par d'autres agences sur le marché, on ne la capte pas et donc elle est rétrocédée aux créateurs de contenu et aux annonceurs. D'accord. Et comment vous sélectionnez les talents ? Donc tu as dit, à partir du moment où il fait de la vidéo et qu'il développe, vous êtes content, grosso modo. Enfin, il est éligible. Est-ce qu'il y a des métriques minimum que vous regardez ? Est-ce que de manière proactive, vous allez chercher des talents ? Comment ça se passe un petit peu toute cette partie-là ? Exactement. Donc nous, on est en veille permanente sur les réseaux pour identifier les créateurs de demain, voir quels sont les créateurs qui émergent. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on essaye d'aller chercher au maximum des créateurs de contenu qui correspondent à des tendances de marché. Ouais. Et on essaye aussi au maximum de diversifier nos thématiques de contenu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des thématiques qui vont marcher aujourd'hui, que les gens ont envie de regarder, mais qui potentiellement ne marcheront pas demain. Je pense par exemple à des exemples le gaming. Ouais. Le gaming sur Facebook a connu un âge d'or gigantesque pendant le Covid. On parle de potentiellement à l'échelle mondiale centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire qui ont été générés. 6 mois après le Covid, on ne faisait plus 1 euro. D'accord, mais alors là, il y a quoi ? C'est un effet plateforme ? Parce que j'ai l'impression que, pour le coup, le gaming reste ultra puissant et une des matières préférées des youtubeurs, streamers, etc. Voilà, sur YouTube et sur Twitch, voilà, tu l'as très très bien noté. Mais aujourd'hui, sur Facebook, dans un contexte avec des audiences qui vieillissent, donc forcément... Le père de famille de 45 ans, est-ce qu'il a envie de voir le résumé de League of Legends du dernier event ? Alors moi, oui, mais je suis une exception. Voilà. donc forcément, voilà, il y a eu une réduction des audiences. Et aussi, je pense que la logique algorithmique favorise peut-être d'autres catégories de contenu, parce que pour les annonceurs, le gaming n'est pas perçu comme quelque chose de premium. Donc je pense qu'il y a eu un petit peu les deux effets, à la fois une audience qui avait tendance à se tarir, et de l'autre côté, un algorithme qui préférait pousser des contenus brico, auto ou lifestyle qui sont beaucoup plus faciles à puber et sur lequel il a un pool d'annonceurs qui est beaucoup plus gros. D'accord, donc ça, vous regardez ça aussi, évidemment, au-delà de l'intérêt du créateur de contenu, c'est aussi quelle est l'appétence du marché là-dessus où il va y avoir de la croissance.
Voilà, exactement. Donc c'est un matching entre les tendances que vous sentez et aller chercher le bon créateur de contenu là-dessus. Par exemple, en ce moment, la grosse tendance, les contenus qui fonctionnent très très bien sont les React. Donc des gens qui regardent soit un contenu télé, soit un stream et qui réagissent à ce contenu. Nous, on essaye de trouver les créateurs de demain qui, aujourd'hui, ont bien compris les codes du React, ont des taux de croissance qui sont élevés, parce qu'on a besoin vraiment de nous diversifier, comme je te le disais. Plus on va avoir les œufs dans plein de paniers différents, plus le jour où les algorithmes vont changer, où l'audience va changer, on sera prêt et on aura toujours un coup d'avance sur nos concurrents et sur le marché en général. Ça, c'est intéressant, effectivement. Et il y a alors, les React, on pourrait en parler, je trouve ça complètement nul, mais c'est vraiment très perso. Moi, je trouve ça génial. Ouais, voilà, tu vois, c'est pour ça que je trouve. Mais alors, alors, on peut dire, je trouve ça génial l'engouement qu'il y a derrière. Enfin, c'est pas vraiment le sujet de. Mais justement, mais pour te dire pourquoi moi je trouve ça génial sur les React, parce qu'en fait, c'est une vraie valeur ajoutée sur un contenu qui existe déjà. En gros, aujourd'hui, on est habitué, quand on regarde par exemple un match de football, on a un commentaire et c'est tout. Là, on a la capacité à avoir quelqu'un qui va, avoir plein de gens différents qui vont avoir des sensibilités différentes sur le contenu qu'on regarde et qui vont nous donner une manière de regarder ce contenu qui est différente. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est vertueux pour les chaînes de télé parce que ça crée plus de vues sur leur contenu finalement, ça crée plus de notoriété sur leur contenu. Oui, ça fait recirculer leur contenu avec une nouvelle teinte. Et pour les gens, parce que on sait que la tendance lourde aujourd'hui c'est le 2e, 3e écran pendant qu'on regarde la télé. Et en fait le 2e ou 3e écran il est tout de suite là finalement via les React. C'est vrai qu'en fait quelque part je le fais en regardant X. Typiquement on regarde une émission en live à la mission famille, c'est Koh-Lanta. Donc là en ce moment c'est le cas. Et mes enfants sont un peu plus grands, ils ont 11 et 12 ans. Et c'est vrai qu'on adore regarder avec l'iPad en même temps les réactions et voir les gens qui réagissent en direct, tu vois. Alors c'est pas de la vidéo, mais ce côté effectivement de voir ça, c'est vrai que c'est assez rigolo. Pardon, donc les talents, vous faites un peu de scouting et vous allez quand est-ce qu'un talent, un créateur de contenu vous intéresse? Est-ce qu'il y a un minimum de followers à avoir, une présence sur tous les réseaux? Est-ce que vous avez une grille d'évaluation là-dessus? Alors, pour le coup, c'est vraiment purement à juger la typologie et la qualité du contenu. Je donne un exemple. On a une de nos créatrices de contenu qui a seulement, entre guillemets, 150 000 followers sur YouTube. Donc, ce qui, à l'échelle de YouTube, est anecdotique, entre guillemets. Et c'est une créatrice de contenu qui va générer plusieurs dizaines de milliers d'euros sur Facebook. Pourquoi ? Parce que elle a trouvé une audience, elle a un contenu qui parle à cette audience et donc ça fonctionne très bien. Donc on part toujours du contenu en lui-même, puisque c'est la matière qu'on va travailler. Donc la manière dont on travaille, c'est une équipe commerciale qui a des outils pour identifier quels sont les créateurs les plus gros sur un marché, les plus en croissance, etc., qui va remonter à nos équipes éditoriales une liste de créateurs. Cette équipe éditoriale va regarder les contenus, va dire oui, moi je pense que ça c'est un contenu qui peut fonctionner sur Facebook, ça c'est un contenu qui peut fonctionner sur Snapchat, ça c'est un contenu qui peut fonctionner sur TikTok. Et ensuite on contacte les créateurs pour leur dire voilà, on a fait une analyse, on pense que vos contenus ont de la pertinence sur Facebook. Aujourd'hui vous avez une page dont vous ne faites rien depuis 2019, donnez-la nous, on va la réanimer entre guillemets. Elle va générer du contenu, elle va faire grossir vos communautés et c'est aussi quelque chose que vous pourrez vendre à vos annonceurs demain. Donc c'est vraiment un cercle vertueux là-dessus. Et sur cette partie de distribution et de monétisation, c'est qui vos concurrents? Parce que ceux que tu contactes, ils peuvent se dire non, je travaille déjà ou etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas de concurrent qui fait ça? Donc il y a Jelly Smack, qui est la licorne, qui a levé 900 millions, qui a pris un tiers du marché US en un an, de manière. Ils sont très actifs en France? Alors ils sont moins actifs en France, mais ils sont quand même présents, et en sachant que eux ont un modèle industriel automatisé. Ou pour le coup, disais, en fait, le modèle inverse de celui qu'on peut avoir, qui est nous, autant on fait du sur-mesure, autant eux sont des gros industriels. Donc, pour donner une comparaison, nous, on va plutôt être Louis Vuitton, Hermès, et Jelly Smack va plutôt être Zara. Voilà. Donc, capacité à sortir un volume incroyable, à être partout présent sur le territoire, à toucher l'ensemble des gens. Mais en revanche, dès qu'on veut des choses très spécifiques, dès qu'on veut un suivi détaillé, c'est un peu moins leur ADN. D'accord. C'est une réussite exceptionnelle. Moi, je prends exemple sur ce que fait Jelly Smack. On a d'ailleurs dans nos équipes certains anciens de Jelly Smack, donc évidemment c'est une référence du marché. Mais aujourd'hui, ils ont un modèle qui est sur lequel on est très différencié, quoi. Donc a priori, les créateurs de contenu que vous contactez, tu sais où ils ne sont pas chez Jelly Smack. Ils peuvent y être. Ils peuvent y être et ils peuvent nous dire aussi, moi je suis
contents, pas contents. Donc on a aussi cette opportunité d'aller les contacter et de générer du lien avec eux, de leur montrer aussi ce qu'on sait faire. Nous, à chaque rendez-vous client, on arrive avec des vidéos déjà produites. On montre à notre client, regardez en fait ce qu'on En peut mode faire. avant-vente, t'as investi un peu, t'arrives avec des vidéos. Alors pardon, c'est quoi cette vidéo? Vous avez retravaillé une de leurs vidéos selon les codes d'une plateforme spécifique? Voilà, donc typiquement, on va prendre une vidéo YouTube de 25 minutes. On va en sortir... Une de leurs vidéos. Voilà, on va en sortir les 4 meilleures minutes. Avec un angle, avec un teaser, sous un format, donc premièrement Facebook, donc format carré, sous-titrage dynamique, titre plutôt agressif. Et on va faire la même version en format Snap, où on va peut-être raccourcir, accélérer encore le rythme, et en format évidemment vertical pour Snap. D'accord. Donc voilà, en fait l'idée c'est de montrer aux créateurs, regarde, tu nous as jamais briefé, tu nous as jamais dit ce que tu voulais, etc. Regarde déjà ce qu'on sait faire. Alors imagine si on travaille ensemble, qu'on brainstorm un peu ce qu'on serait capable de faire. Et donc là, peut-être c'est redondant, mais le deal, ce sera que derrière, lui fait sa vidéo, comme il le souhaite, il reste entièrement maître de l'édito et de sa plateforme peut-être de prédilection, et vous, de manière un peu transparente, vous récupérez tous ces contenus, vous les reformatez, vous les retravaillez, vous les distribuez vous-même, et vous rémunérez sur un rev share. Exactement. C'est ça l'idée de base. Et en général, on transforme un compte Facebook ou un compte Snap qui faisait 0 € en quelque chose qui génère du chiffre d'affaires, dont la communauté grossit aussi. Et donc, en fait, on génère, pour parler en termes un peu financiers ou business, on génère des actifs pour nos clients, en fait. Ouais. On crée des actifs. Et nos clients en sont 100% propriétaires. C'est-à-dire que moi, à la fin du partenariat, je rends la page, toutes les vidéos que j'ai produites, le créateur en est propriétaire. Sa page, il en est propriétaire. Et donc, et ça continuera probablement de monétiser si c'est et même il peut ne rien faire. De choses. Ouais. Il peut ne rien faire. La page va continuer à générer du chiffre d'affaires et de la monétisation. D'accord. Alors évidemment, ça va décroître dans le temps, parce que voilà, il faut aussi publier du contenu frais entre guillemets. Ouais. Mais voilà, le créateur peut très bien arrêter tout. Et il va continuer à recevoir son virement de Facebook ou de Snapchat tous les mois sans qu'il ait rien à faire. D'accord. Et donc ça, c'est la recette un peu classique où il y a vraiment beaucoup de custom après en fonction de chaque créateur de contenu? Non, il y a vraiment... c'est ça notre ADN et c'est ça qui fait notre force, c'est que chaque contrat est différent. Donc par exemple, on va avoir des créateurs qui vont nous dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien avoir les versions Reels de mes YouTube. En fait, c'est une galère pour moi à monter. À chaque fois, j'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez, en même temps que vous cuttez la vidéo pour Facebook et pour Snap, me fournir un format Reels qui me convienne dans tel ou tel critère ?» Et tout ça ne coûte rien. Rien, c'est dans le deal. Donc lui, il pourrait demander le maximum. Il te dit demain, je vais être sur Mastodon. Exactement, mais c'est ce que je disais, c'est que derrière, son rev share va baisser, en fait. C'est-à-dire que forcément, moi, plus je vais faire de choses annexes, entre guillemets, pour lui, plus en fait, je vais me récupérer sur le rev share en face. Donc, plus tu fais de boulot, plus tu augmentes ton taux de rev share. C'est comme ça un peu que c'est calculé. C'est assez logiquement, quoi. Ouais. Et tu traques... Pardon, vas-y. Je pense aussi aux sous-titres, où aujourd'hui, nous, évidemment, comme on a un volume de sous-titrage qui est très élevé, on bénéficie d'un deal qui est plutôt très compétitif sur le marché. Donc, le petit créateur de contenu qui va payer plusieurs euros, voire des prix quand même assez élevés à la minute sur son sous-titrage YouTube, nous, on est capable de le fournir, pareil, dans le partenariat. Dans le partenariat. Et donc, vous travaillez avec qui pour le sous-titrage? C'est confidentiel. Ah ouais? Pour le coup, ouais. Pourtant, il y a plein de solutions sur le marché. Non, parce que vous avez un bon deal. Voilà, alors non seulement on a un partenaire dont on est très content, et surtout on a beaucoup travaillé avec lui et on pense que c'est un partenaire qui aujourd'hui n'est pas forcément identifié sur le marché. D'accord. Et donc c'est un petit peu notre petit avantage. La petite secret sauce, il doit être dégoûté parce que ça marche bien et vous faites pas la pub. Non, mais on l'aide d'une autre manière. Donc on est aussi, comme je le disais, on fait partie de Reworld Media. Donc il est aussi content de pouvoir avoir accès à certains appels d'offres qu'on peut avoir sur d'autres sujets. J'imagine. Il y a quelques beaux succès de talents que vous avez fait cartonner. Alors après, c'est toujours dur de se dire est-ce que c'est grâce à vous, est-ce que c'est le talent du créateur. Alors, quelques belles et peut-être des fails aussi. Alors c'est sûr que c'est jamais grâce à nous. Nous, on ne fait que opérer une matière première. Tu peux accélérer peut-être quand même. Voilà, évidemment, on a une expertise, évidemment, on gère plusieurs centaines de créateurs, donc on a une connaissance et une expérience, entre guillemets, qui fait qu'on va sans doute être même plus efficace que le créateur lui-même, ça c'est sûr. Néanmoins, si en face on n'a pas un contenu de qualité qui correspond aux standards des plateformes et à ce que les gens ont envie de consommer, on n'aura pas de success story en face. Ouais. En termes de
je sais pas sur Success Story, mais voilà, par exemple, nous, on a récupéré la page de Greg Guillotin récemment. On a fait des dizaines de millions de vues dès la première semaine. Donc voilà. Là où il faisait rien, ou quasiment rien. Alors là où il faisait avec un autre prestataire, mais dans un cadre qui lui convenait pas. Parce que voilà, Greg Guillotin veut vraiment contrôler l'intégralité de ce qui est publié en son nom et ce qui se comprend. Et donc nous, justement, ce qui a fait notre force, c'est notre capacité à monter une équipe dédiée qui correspondait exactement à ces standards et qui a fait qu'on a pu publier beaucoup plus de vidéos que ce qui était fait auparavant. Ouais. Et donc voilà, donc c'est un de nos créateurs sur lesquels ça a très bien fonctionné. On a aussi Nico Capone où je pense on a participé entre guillemets à son développement dans le sens où on a vraiment fait exploser son compte Facebook. On a un compte show aussi sur Snapchat qui est très 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 efficace aujourd'hui. Mais voilà, toujours la même chose. Si Nico Capone n'avait pas produit du super contenu, on n'aurait pas pu en faire un succès tel qu'il est aujourd'hui. Ça reste quand même le talent à la base. Et j'imagine que des gens comme Greg Guillotin, qui sont pas forcément des streamers ou des créateurs de contenu web à la base, c'est là où je pense que l'effet doit être encore plus fort quelque part. Vous le débarrassez vraiment de quelque chose qui peut faire chier. Quand tu t'es lancé sur YouTube à faire des vidéos, que tu as appris le montage toi-même et que tu as un peu l'habitude, c'est dans ton ADN, vous avez peut-être moins de valeur ajoutée, mais tu vois, quelqu'un qui serait un peu humoriste dans la vraie vie, etc., peut-être que là, vous pouvez encore plus l'aider. Non, globalement, c'est sûr qu'on a une expertise de comment ça fonctionne. Néanmoins, là, surtout, ce qui était important pour Greg Guillotin, pour en parler de manière spécifique, c'était la manière dont le contenu était opéré. Donc, c'était vraiment de s'assurer que c'est des trucs tout bêtes, hein, mais de pouvoir dire, bah voilà, cet extrait date de 2015, cet extrait date de 2018, de limiter le cut sur ce qu'on faisait pour garder la démarche artistique entre guillemets qui avait été faite. Greg pourrait très bien le faire lui-même. Il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'il le ferait mieux ou pas ? Peut-être pas. Peut-être pas de manière aussi industrielle, entre guillemets, en tout cas. Est-ce qu'il y mettrait beaucoup plus de temps ? Certainement. C'est sûr, ça. Donc voilà, la logique, c'est plus de dire, aujourd'hui, une semaine, il y a X heures de travail. Tu as le temps de manager les 2-3 plateformes maximum. Donc toutes les autres, nous, on est là pour t'aider et on est là pour développer tes communautés et générer du chiffre d'affaires pour toi. Ouais, très clair. Je le disais aussi un peu en préambule, donc vous faites ça, créateur de contenu, mais aussi les médias. Quels médias vous accompagnez là-dessus ? C'est très encore créateur de contenu. Je sais pas, entre ces trois grands pôles, créateur de contenu, médias et entertainment/sport, c'est quoi le ratio ? Alors aujourd'hui, si on parle de chiffre d'affaires, c'est un peu plus de la moitié sur les créateurs de contenu, un tiers sur la partie média et ce qui reste sur la partie sport, etc. Aujourd'hui, nous, on essaye beaucoup de développer les partenariats avec les producteurs de contenu de télé. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont des gros catalogues. Souvent, ils ont 15, 20, 30 ans d'existence. Donc, en fait, ils ont des stocks de bobines, j'en parlais tout à l'heure, qui sont gigantesques. Il y a peu d'acteurs sur le marché qui sont capables, en fait, finalement, de gérer tout de A à Z, de je numérise tes bobines, je les stocke, j'opère tes contenus, je découpe, je contextualise. Néanmoins, c'est des cycles de vente qui sont très longs, sur lesquels les cahiers des charges sont très compliqués, très détaillés, puisque évidemment, souvent on opère des marques qui sont reconnues. Oui, à portée nationale, avec une histoire, etc. Donc c'est pas un mec tout seul qui peut être convaincu après un rendez-vous, quoi. Voilà, et donc en fait, déjà plusieurs interlocuteurs à convaincre, notamment parce que souvent, en fait, il y a beaucoup d'ayants droit. Un contenu a été produit par plusieurs personnes finalement, donc en fait, il faut obtenir pour chaque contenu l'accord de toutes les personnes. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable de traquer vraiment pour chaque contenu le revenu généré sur toutes les plateformes. Donc, rémunérer les ayants droit, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise. C'est un processus industriel qu'on maîtrise très bien. Donc ça, c'est une de nos forces. On est capable de numériser. Et surtout, on est capable de construire des équipes dédiées qui comprennent les contenus, qui vont s'intégrer dans les équipes des médias ou des producteurs pour s'assurer que l'intégralité de ce qui est restitué est conforme à ce qu'attend le producteur ou le média. Mais évidemment, en termes de cycle de vente, c'est des cycles de vente qui sont beaucoup plus longs, sur lesquels il faut être capable à la fois de mettre un modèle économique en face,
parce que ça reste quand même très juteux entre guillemets de vendre ses contenus à la télé, et il y a toujours la crainte d'avoir raté la rediffusion ou la revente 3 ans, 4 ans, 5 ans après l'édition du contenu. Donc on a aussi besoin d'expliquer au marché que souvent on est complémentaires en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on va faire vivre ces contenus, on va faire vivre ces programmes, et donc en fait ils sont d'autant plus légitimes à revenir en télé demain. Oui, qui vivent. On a réussi à générer une communauté d'1, 2, 3, 4 millions sur ce sujet. Qui reste un peu populaire, ces sujets. Voilà, exactement. Je pense par exemple à un programme comme Les Amours, qu'on opère aujourd'hui, qui va avoir, alors qu'on a commencé il y a un peu moins d'un an, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Voilà, je pense que c'est un argument pour aujourd'hui être capable d'aller convaincre un programme télé de reprendre ce programme et de le remettre à l'antenne. Ouais. Une chaîne de télé, pardon. C'est un bon exemple, ça. Donc ça doit être assez rigolo en plus, Les Amours à opérer, je veux dire. Ah, c'est génial. On a plein de. Il y a un déjà, de pépites il y a 20 000 heures de contenu. Hein. On parle d'un truc quand même qui est gigantesque. On a plein d'anecdotes, plein de. Et tu parlais de communauté. Vous faites le community management là-dessus aussi, la modération des commentaires, la gestion de la communauté. C'est parce que ça se monétise pas. Directement, mais ça fait partie d'un tout un peu. Évidemment, donc nous on a tous les outils. Le fait qu'on soit à chaque fois partenaire privilégié de toutes les plateformes fait qu'on a quand même déjà un truc tout bête, c'est que nos droits nos contenus sont protégés. À partir du moment où on publie une vidéo sur une plateforme, automatiquement l'algorithme va aller striker tous les petits malins qui ont déjà utilisé ce contenu et qui le monétisent aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un truc qui est important pour les ayants droit. Et la deuxième chose, c'est qu'on essaie vraiment de réfléchir à comment on peut valoriser ces contenus, valoriser ces marques. Donc ça passe par en effet du community management, mais ça passe aussi par d'autres techniques comme faire des collaborations avec d'autres médias qui sont pertinents, publier ces contenus sur des pages de médias qu'on peut avoir chez Reworld Media. Ouais. Donc voilà. Donc l'idée, c'est aussi au maximum de nous appuyer sur les assets de Reworld Media. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est que globalement, à part le cinéma, dans l'univers média, Reworld Media est capable de tout faire pour un créateur de contenu ou pour un producteur. De écrire un livre jusqu'à monter un site marchand, on sait faire dans le groupe. Ouais. Créer un événement, on sait faire dans le groupe. Monter un média, on sait faire dans le groupe. Donc voilà, c'est aussi ça qui est très intéressant pour nous d'être adossé au groupe Reworld Media, c'est que on va bénéficier de tout le savoir-faire, de toute l'expertise entre guillemets de Reworld Media. Par exemple, là en ce moment, on est en discussion avec nos créateurs pour créer des programmes dédiés à nos médias. Donc tu parlais de Poisson Fécond, bon, c'est peut-être pas. Ce sera peut-être pas lui, mais en tout cas, on aimerait peut-être créer un programme avec synergie entre certaines de vos marques, un Science et Vie, et puis un producteur de contenu, un créateur de contenu qui serait un peu sur vulgarisation, etc. Il y a des choses intéressantes à faire. Et vous arrivez à parler à d'autres médias, ou le fait d'être Reworld Media, c'est compliqué? Ah non, on parle avec d'autres médias. On a même, alors c'est confidentiel, mais on est en discussion avancée toi et moi, avec la personne d'eux. nous écoute, tu peux y aller. Voilà, j'imagine. Donc voilà, mais oui, en effet. Alors pourquoi on est même en discussion avec nos concurrents? Pour te le dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un stack industriel de production de vidéos qui est, je pense, le plus optimisé du marché en termes de qualité et de coût. Et donc, en fait, on a un certain nombre de nos concurrents qui sont des petits acteurs qui vont avoir un effet d'amortissement en volume qui va être moins grand que le nôtre. Ouais. Et donc, sur lequel notre savoir-faire et notre technologie, enfin pas notre technologie, mais notre usine de production les intéresse. Et donc, on est en discussion avancée avec eux. D'accord. On est aussi en discussion avec un certain nombre de médias qui, pareil, en fait, peuvent ne pas avoir l'expertise sur certains sujets, ne pas avoir en fait la capacité à amortir cette expertise. C'est-à-dire que quand vous opérez un compte qui génère 50 000 euros de chiffre d'affaires par an, alors c'est cool, 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est génial, mais en fait, vous n'avez pas de quoi recruter quelqu'un. Non. Et donc, en fait, c'est peut-être plus intelligent d'aller faire opérer par d'autres dans un cahier des charges très strict, très défini, sur lequel on va aussi nous intégrer dans leur process, notamment de validation et de production, plus que de devoir recruter des gens et ensuite de se rendre compte qu'il n'y a pas de modèle économique. Ouais. Donc souvent, en fait, on les aide à prouver le modèle économique et dans un deuxième temps, on les accompagne à intégrer cette compétence chez eux. D'accord, ouais, donc c'est intéressant. Donc vous parlez vraiment à tout le monde là-dessus. Exactement, on est complètement agnostique. L'idée, c'est toujours la même chose. Le point de départ, c'est quels sont vos besoins, comment on peut vous aider. Et ensuite, on voit s'il y a un modèle économique, on voit s'il y a un deal. Et puis, on essaye aussi au maximum de pérenniser
ces partenariats, parce que évidemment, c'est plutôt la première année de partenariat qui coûte cher, entre guillemets, puisqu'on va amortir les coûts commerciaux, on va amortir le temps qu'on a passé en avant-vente, on va apprendre. Donc on a une petite courbe d'apprentissage avant d'être vraiment à fond. On va potentiellement aussi récupérer des assets qui ne sont pas monétisés au début. Donc on va souvent travailler les 2 premiers mois, 3 premiers mois dans le vide. On va investir en publicité pour faire grossir les communautés. Donc voilà, tout ça fait qu'on a vraiment tout intérêt à fidéliser nos clients et à réfléchir à des partenariats sur le long terme. Ouais. Et de toute façon, vous signez des contrats au moins d'1 an, j'imagine. Il y a une durée d'engagement. Des contrats de 12 mois. Après, donc en général, on a une période d'essai aussi pour que le créateur, si au début il n'est pas content, c'est rassurant aussi pour la signature. Ça lui permet de pouvoir se dire qu'il arrête. Et on a même certains contrats où le créateur peut résilier à tout moment. Parce qu'en fait, nous, on est très confiants sur ce qu'on fait. Oui. On est très confiants sur le modèle économique. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on est les plus généreux en termes de rétrocession pour les créateurs de contenu. Et on est très confiants sur notre capacité à produire du bon contenu et à bien monétiser les pages. Donc, en fait, finalement, pourquoi pas avoir une résiliation à 1 mois. Voilà, moi, juste ce dont j'ai besoin, c'est que mes équipes puissent se repositionner, pouvoir m'organiser un petit peu. Un petit délai, un préavis suffisant pour que tu puisses avoir un peu de visibilité, toi, sur ton business. Mais effectivement, si vous êtes sûr du produit, il n'y a pas de raison de loquer les gens vitam aeternam, quoi. Parlons un peu des plateformes, si tu le veux bien, qui est un peu là où vous faites réellement l'argent. Alors, petit disclaimer, tu as travaillé, toi, chez Meta avant, donc tu connais quand même bien ce sujet. Est-ce qu'il y a des plateformes entre Facebook, Insta, donc le groupe Meta, YouTube, TikTok, sur lesquelles c'est plus simple que d'autres? Est-ce que tu peux nous dire un peu aujourd'hui l'état de l'art des plateformes en termes de monétisation, etc. Alors, c'est un vaste sujet, mais c'est quoi ton ressenti un peu là-dessus? Alors, chaque plateforme a sa spécificité, que ce soit en termes organisationnels ou en termes de manière de travailler. Donc, c'est assez marrant parce que moi, je venais de Meta, donc déjà, j'avais vu un peu l'envers du décor. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, chez Snap, l'ADN n'était pas du tout le même. Chez TikTok, l'ADN n'est pas le même. Chez YouTube, qui vient de Google, l'ADN n'est pas du tout le même. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille avec des profils différents et avec des visions stratégiques aussi qui sont différentes. Une chose est sûre, c'est que il faut pas oublier que l'objectif d'une plateforme, c'est de maximiser son chiffre d'affaires et sa marge. Okay, et donc, en fait, l'algorithme ne va pas pousser les contenus seulement pour que les gens le regardent, en considérant que ce contenu est pertinent pour que les gens le regardent, mais va le pousser parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir diffuser un maximum de pubs sur ce contenu. Donc c'est vraiment ça qui est très très important. Et donc, en fait, chaque plateforme va avoir des algorithmes de diffusion publicitaire qui vont faire que les patterns, entre guillemets, de production de contenu et les manières d'opérer le contenu vont être différentes. Sur Facebook spécifiquement, ce qui est très important, c'est d'être capable d'amener la personne à plus d'1 minute 30, parce que l'algo va commencer à diffuser de la pub à plus d'1 minute 30. Sur Facebook, on remarque qu'on a certains secteurs d'activité, entre guillemets, qui sont favorisés à des périodes clés de l'année. Je pense notamment à l'automobile, qui va avoir des pics de diffusion où on ne se les explique pas, parce qu'en fait, il va taper dans le catalogue, donc dans des vidéos qu'on a publiées il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois. On ne se l'explique pas, mais on pense que peut-être qu'il y a un certain nombre d'annonceurs auto qui, à ce moment-là, avaient les poches pleines et avaient envie de diffuser un maximum de pubs. Et donc, l'algorithme est allé chercher ce type de pub. Snapchat, à l'inverse, c'est quelque chose où les gens snappent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, sur une vidéo de 3 minutes, les gens, en moyenne, vont snapper 20 fois. Donc, vont avancer de 2 secondes la vidéo 20 fois, en moyenne. Voilà. Donc, ça veut dire que, notamment pour nous, le rythme est très important dans la manière dont on fait les vidéos. Et ça veut dire aussi que l'algo, en fait, diffuse beaucoup de publicités courtes au milieu, puisqu'en fait, les gens ont une sorte de click-it aigu, je sais pas, donc ils appuient. Compulsif. Et voilà, et donc ça permet de diffuser de la pub à ce moment-là. Ouais. Et donc, ce qui compte beaucoup sur Snap, c'est de l'amener le plus loin possible parce que l'algo va pouvoir mettre 1, 2, 3, 4 écrans publicitaires au milieu de tous ces snaps-là, quoi. D'accord. TikTok, aujourd'hui, est une boîte noire. On ne sait pas pourquoi telle vidéo va faire 4 millions de vues, telle autre qui nous semble similaire va en faire 50 000. Personne n'est capable personne n'a craqué l'algorithme. Et aussi une boîte noire en termes de monétisation. On en est où de la monétisation sur TikTok? Donc, toi, Elle est uniquement réservée aux créateurs. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que si on est un média, on n'a pas accès à la monétisation. Et qu'est-ce qui fait qu'on est un créateur ou un média? C'est le fait d'être indépendant, d'être avec une équipe? La frontière est ténue. Parce qu'en fait, un créateur, t'es un média quelque part, mais un média crée du contenu.
Exactement. Donc c'est en fait c'est au moment où on crée le compte. Voilà, on va est-ce que je suis un individuel ou est-ce que je suis une société, quoi, grosso modo. Exactement. Donc aujourd'hui, nous, TikTok, voilà, on apprend beaucoup, on teste. On a des up and down qui sont énormes. Voilà, on a des comptes qui vont faire $15,000 un mois et $1,500 le mois d'après. Voilà. Avec la même type de publication, c'est en fait certains contenus, pour une raison inconnue, vont cartonner Vont cartonner et vont mieux monétiser que les autres. Ouais. On a des écarts de monétisation au contenu qui sont très élevés. D'accord. C'est même pas tant le nombre de vues. C'est vraiment la monétisation. Si, c'est quand même lié au nombre de vues. Évidemment que voilà, il y a quand même Alors, donc, les RPM de TikTok étant très faibles. Pourquoi ? Parce que la manière dont ils comptent les vues est très généreuse. Parce qu'en fait, c'est un nouvel entrant du marché, donc ils ont envie que les gens se disent « j'ai fait 1 million de vues », alors qu'en vrai, si on les comptait à la Instagram, ça faisait 150 000. Ah ouais ? Voilà, donc forcément, le revenu unitaire... Une espèce de vanity métrique pour que les gens se disent « c'est là que ça se passe, c'est là que je fais de la vue ». Et... Exactement. Et ils poussent aussi beaucoup les nouveaux comptes, c'est-à-dire qu'on a une capacité à un compte qui a 0 abonné peut faire 1 million de vues sur sa première vidéo. Ce qui arrive sur aucune autre plateforme. Non. Voilà. Donc c'est l'ADN de TikTok, c'est de découvrir les créateurs de demain, de faire en sorte qu'il y ait ce côté de reward, de tout de suite, je me lance, je fais des vues. Donc voilà, donc forcément, comme les vues sont comptées d'une manière complètement différente, le RPM unitaire, le revenu par vue unitaire est beaucoup plus faible que sur les autres plateformes. En revanche, la capacité à générer beaucoup de vues est beaucoup plus élevée. Et on ne sait pas pourquoi tel contenu va monétiser à X et tel autre contenu qui va faire le même nombre de vues va monétiser à 4 fois moins que X. On pense que c'est lié au taux de vues complète. On pense que ça peut être aussi lié à la typologie de contenu. Est-ce que ça colle, comme je le disais tout à l'heure, avec des annonceurs qui peuvent avoir par ailleurs. Avec un budget. Mais on n'a aucune certitude sur le sujet. Donc voilà, donc on apprend en permanence sur TikTok. Je pense même d'ailleurs que TikTok est peut-être la plateforme qui a le plus évolué les dernières années. Enfin, je veux dire, il faut quand même se souvenir qu'il y a 2 ans, TikTok, c'était une plateforme où on voyait des jeunes filles danser. Maintenant, c'est une plateforme où on apprend des choses, où on a c'est un peu l'endroit de la créativité, c'est l'endroit des contenus de demain. Ils ont inventé quand même un nouveau format, le 60 secondes, c'est eux qui l'ont inventé. Donc voilà, aujourd'hui... Ça te paraît normal, en fait, en tout cas, ça évolue tellement et tellement vite que ce soit encore une boîte noire comme ça te paraît normal? En tout cas, c'est... De toute façon, toutes les plateformes sont des boîtes noires, et on l'a vu. Nous, par exemple, typiquement, notre business s'est créé parce qu'en 2020, d'un jour à l'autre, YouTube a divisé par 4 les revenus des créateurs. Ces créateurs-là, je sais pas, un créateur faisait 20 000 euros par mois, il avait 4 salariés. Du jour au lendemain, il se met à gagner 5 000 euros, mais il a toujours 4 salariés. Et donc, nous, on lui a dit, écoute, on fait ton Facebook, et puis peut-être qu'on va retrouver 5 ou 10 000 euros que tu as perdu par ailleurs. Ouais, elle était là, l'opportunité. Voilà, donc, les plateformes, ça reste vraiment des boîtes noires avec des changements d'algorithmes comme ça du jour au lendemain, sans... C'est ça. Et en vrai, ils n'ont pas à justifier. Je veux dire, c'est leur business, et nous, finalement... on est là pour s'adapter. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on discute avec eux pour comprendre quelle est la logique de ces évolutions, quelles sont les logiques de long terme. Et je fais un parallèle avec le SEO, qui est un sujet que j'ai beaucoup maîtrisé parce que j'en ai fait pendant 8 ans. Google t'explique que les bonnes pratiques, c'est ça. Okay. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, tous ceux qui respectaient les bonnes pratiques, il ne se passe rien pour eux, ils ne gagnent pas, il ne se passe rien. Et tous ceux qui faisaient les cochons sur des pratiques qui étaient un peu douteuses, il ne se passait rien. Et puis... 3 ans après, mise à jour algorithmique, tous ceux qui trichaient se font atomiser, tous ceux qui ont respecté les guidelines pendant 3 ans remontent et gagnent à la fin. Donc voilà, en fait, il faut écouter les plateformes. En fait, elles te le disent déjà vers où elles vont, quel type de contenu elles veulent, comment tu veux que tu les opères. Si tu les écoutes pas et que tu réfléchis à ton revenu du mois suivant plutôt que de réfléchir à ton revenu de l'année prochaine, il faut pas se plaindre qu'un jour ou l'autre, le robinet se tarisse, quoi. Ouais, mais le créateur de contenu, il peut pas le savoir, ça. Si lui, il est concentré sur son contenu, sa ligne éditoriale, etc., les comprendre. Quand je vois les professionnels, comment les gros médias ont du mal déjà à parler aux plateformes, un créateur de contenu, il doit découvrir ça du jour au lendemain, quoi. Mais lui, c'est un autre sujet, le créateur de contenu. Son objectif, c'est de produire du bon contenu. Ouais. Donc, tant qu'il fait du bon contenu, il fera des vues et il trouvera un modèle économique. Est-ce que ce modèle économique, il est avec des annonceurs? Est-ce que ce modèle économique, il est sur de la rémunération plateforme? Ça dépend. Instagram, aujourd'hui, ne monétise pas.
Et pourtant, il y a tout un tas de créateurs qui font des centaines de milliers, voire des millions d'euros sur Instagram. Voilà, il y a un modèle économique. Je pense que les créateurs de contenu, leur focus, ça doit être de faire du bon contenu qui fait que les gens ont envie de le voir, et ensuite de travailler avec des gens comme nous pour s'assurer que ce bon contenu génère le maximum de chiffre d'affaires et fasse grossir au maximum ses communautés. Ouais. Vous leur parlez justement aux plateformes ? Parce que moi, je vois dans des groupes des gens qui disent, par exemple, Facebook, il n'y a plus de contact, on ne sait pas qui appeler. TikTok, tu le parlais, c'est une boîte noire, etc. Il y a des humains quand même à qui on peut parler. Donc nous, en fait, on a la chance d'être certifié partenaire français sur toutes les plateformes. Donc on a à chaque fois un contact en France qui répond à nos questions. Et c'est d'ailleurs aussi un de nos avantages. Et c'est aussi ça qu'on met en valeur vis-à-vis de nos créateurs. C'est que nous, quand on a un problème technique sur une plateforme, on a quelqu'un à qui parler. Alors, je dis pas qu'on les résout plus vite que les autres. Enfin, en tout cas, que ça se résout vite. Parce que de temps en temps, voilà, ça peut mettre du temps. Mais en tout cas, on sait où on est. On a quelqu'un qui nous répond. En effet, aujourd'hui, les plateformes sont structurées d'une manière où je pense que globalement, le marché des petits indépendants, des créateurs indépendants, se plaint régulièrement du fait qu'ils n'ont personne à qui parler, que quand ils ont un problème technique, il y a un côté très injuste. Quoi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que pourquoi moi, finalement moi, c'est mon outil de travail. C'est aussi ça qu'il faut se dire. C'est que le compte Instagram, le compte Snapchat, le compte TikTok d'un créateur, c'est son outil de travail, c'est son gagne-pain. Et donc, demain, s'il a un problème technique qui fait que tout son modèle économique s'écroule, c'est compliqué. Il a aussi des salaires à payer. Il vit de ça. Donc c'est ce que je dis aussi beaucoup aux créateurs de contenu. Diversifiez vos plateformes. Vous pouvez pas être dépendant d'une seule plateforme parce que le risque. L'audience peut changer, etc. Moi, je donne un exemple très simple. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas identifiable. J'ai rencontré une créatrice de contenu qui a fait partie des premières à gagner 1 million d'euros sur YouTube. Okay. Aujourd'hui, son compte génère moins de 1 000 euros par an. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par le changement d'algorithme, de règles? Non. C'est même pas un changement de focus de sa part à elle? C'est juste qu'en fait, son contenu plaisait en 2013, en 2015, et n'est plus du tout dans les standards de ce qui est attendu aujourd'hui. Ouais, genre si tu faisais de la SMR, par exemple, je sais pas si ça marche encore. Pas de la SMR, mais voilà, en fait, c'est des concepts qui ont très bien fonctionné dans le YouTube de 2013 et de 2015 et qui fonctionnent plus du tout. Rien à voir. Et aujourd'hui, vraiment, on regarde des contenus de YouTube de 2013, je pense que mes personnes ne tiennent plus d'une minute sur le contenu. Le rythme n'a rien à voir. La qualité de l'image n'a rien à voir, les mécaniques de contenu n'ont rien à voir. C'est deux mondes, quoi. C'est vraiment l'impression de revenir au noir et blanc, quoi. Non, c'est clair. Donc aller sur plusieurs plateformes. Et pour vous, c'est ça, parce que vous êtes quand même complètement dépendant des plateformes, vous. Complètement. Et donc c'est pour ça que nous, on a besoin vraiment de leur parler au quotidien pour comprendre vers où ils vont. Pour produire du contenu qui corresponde à leurs standards et pour s'assurer que on est bien en train de réfléchir au modèle économique de demain. Ouais, pour essayer de dérisquer un peu, quoi. C'est ça. Et je t'ai pas posé la question, mais grosso modo, tu pourrais me dire le cash, il se fait sur quelle plateforme? Alors quand je suis arrivé en avril l'année dernière, hors YouTube, qui est un générateur de chiffre d'affaires, mais peu de marge, parce qu'en fait, on est juste là pour faire en sorte que le créateur de contenu ait une bonne conversion $-euro et que ses contenus soient protégés. Donc, on n'est pas légitime à prendre des marges qui sont élevées. Pourquoi, pardon? Parce que c'est simple et qu'il le fait lui-même souvent, spontanément sur YouTube? Non, c'est qu'en fait, nous, on n'opère rien, finalement. C'est lui qui produit ses vidéos YouTube et qui les publie. C'est sa matière première, c'est pas légitime qu'on allait prendre un cut de 20 C'est souvent ça, c'est un créateur de contenu sur YouTube que vous allez aller diversifier sur d'autres plateformes. De plus en plus, on a des TikTokers et des snappers. Ok. Mais schéma classique, c'était un mec qui était sur YouTube que vous allez mettre sur d'autres plateformes. Voilà. Donc, peu de marge. Voilà, mais sinon... Hors YouTube, plus de 80% du chiffre d'affaires était réalisé sur Meta. Tout le travail qu'on a fait avec les équipes sur les 9 derniers mois, ça a été de diversifier en fait. Et aujourd'hui, on est autour de 50% du chiffre d'affaires généré sur Meta. D'accord. Donc ça reste évidemment un partenaire très important pour nous et quelque chose qui génère un chiffre d'affaires qui est conséquent. Néanmoins, il faut qu'on soit diversifié parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est clair. Et comme je disais tout à l'heure, les plateformes elles prennent une décision.
Et puis c'est comme ça en fait. Ouais, y a tu pas de reçois un mail, il n'y a hein. pas de négociation. Je vais pas appeler Mark Zuckerberg pour lui dire bah écoute là ton partage de rémunération, je trouve qu'il est pas très juste. T'imagines, j'ai des salariés à payer, voilà. Hein, en fait, il va juste rien se passer et je vais dire bon bah maintenant c'est comme ça. Ouais, et tu vas t'adapter. Voilà. Donc plus on va avoir des cordes à notre arc, plus on va réussir à diversifier et à faire en sorte d'avoir un business model qui est équilibré, plus on sera prêt à absorber des chocs demain. Ouais, parce qu'il y en aura. Il y en aura. Forcément. Si on se tourne un peu vers le futur, je pose la question souvent évidemment de l'IA générative. Est-ce que dans la stratégie de production, t'en as parlé un peu peut-être sur du sous-titrage, est-ce que bon, c'est pas vraiment de l'IA générative, mais c'est quoi un peu vos sur l'IA, est-ce que vous avez des projets? Il y a des choses intéressantes que vous faites là-dessus? Aujourd'hui, les logiciels de montage du marché intègrent de plus en plus de l'intelligence artificielle pour un peu faciliter le travail des monteurs. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise au quotidien. Néanmoins, je reste convaincu, en tout cas aujourd'hui, qu'il n'y a rien de mieux que l'humain. Je donne un exemple tout bête. On édite Sport en France, qui est un des médias du groupe. Et on a, parmi tous les sports qu'ils éditent, il y a un truc qui s'appelle le motoball. C'est un truc incroyable. C'est des gens qui jouent au football à moto. D'accord. Comme c'est le contenu parfait pour les réseaux sociaux. On avait publié une première vidéo de motoball et en fait, on s'était un petit peu raté dans nos process et on s'est retrouvé à remonter la même vidéo. Ok ? Et bon, on s'est dit, la vidéo, on l'a déjà montée, autant la publier. La première vidéo avait fait 10 000 vues. La deuxième vidéo a fait 1,2 million de vues. D'accord, donc rien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le montage n'était pas le même, la manière d'amener le sujet n'était pas le même, et en fait, à matière équivalente, il y a vraiment un rapport de 1 à 100 sur les performances, en fait. Donc aujourd'hui, l'œil humain et la qualité artistique est difficilement remplaçable. Ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, il y a un vrai sujet de qualité et de s'assurer que l'ensemble des choses qui sont produites soient propres. Donc quand bien même demain on intégrait l'IA générative dans la manière dont on monte les contenus et où finalement les cuts seraient purement faits par des IA, il faudra toujours un humain pour vérifier que derrière c'est propre parce que, voilà, en tout cas pour l'instant, mais peut-être que ce sera le cas, oui. Puis ça va très vite, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui permette de s'assurer d'avoir à la fois un cut qui soit vraiment optimisé et qui vraiment percute et fasse en sorte de faire des vues, et s'assurer d'avoir un niveau de qualité qui soit conforme à 100% en permanence. Ouais, bon, logique. Avoir effectivement l'évolution. Est-ce que si on se projette un peu dans le futur, qu'est-ce que tu imagines comme futur relais de croissance ? Est-ce que vous pouvez sortir des plateformes ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses ? Tu réfléchis à d'autres relais ? Alors, en termes de relais de croissance, donc comme je disais tout à l'heure, le premier, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a un stack de production qui est sans doute le meilleur, enfin j'espère le meilleur du marché. Donc, on peut le mettre à disposition de créateurs aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi tout un tas de créateurs qui considèrent quand même que laisser une agence publier des contenus en son nom est problématique. Donc, le fait en fait de leur donner accès à notre plateforme leur permet d'être full autonome et de pouvoir produire autant de vidéos qu'ils veulent avec des délais de retour qui sont hyper élevés, un niveau de qualité qui est un standard qui est élevé aussi. Donc ça, c'est le premier relais pour nous. Le deuxième relais, c'est d'essayer au maximum de remonter la chaîne de valeur avec les créateurs, toujours dans une logique de les écouter. Mais notamment, là, on coproduit de plus en plus de créateurs de contenu. On a la chance d'avoir des studios dans Paris, avec une régie live 6 caméras. C'est la seule régie à plus de 4 caméras à Paris intramuros. Tu fais ta petite promo, bien sûr. Donc voilà, on a des assets qui sont vraiment top. Et en fait, on se rend compte que les créateurs de contenu, voilà, ce que je disais, ils ont une semaine, ça fait tout le temps le même nombre d'heures. Ouais. Ils sont un peu partout, tout le temps. Et en fait, le fait de pouvoir leur proposer des concepts, les produire, faire en sorte que leur temps passé sur les concepts soit le plus faible possible et soit uniquement focalisé sur la création de valeur, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc nous, on a déjà sorti là plusieurs nouveaux concepts dans lesquels on a coproduit avec nos créateurs de contenu. Et c'est, on pense, quelque chose qu'on veut vraiment développer et sur lequel, voilà, à la fois, il y a un vrai service rendu vis-à-vis du créateur, il y a une capacité à le fidéliser. Évidemment, quand on le produit, on est intégré un peu plus que quand on le distribue. Ouais, bien sûr. Voilà, et donc en fait tout ça crée un cercle vertueux sur lequel le créateur est fidélisé, il est encore plus content parce que voilà, il a tout au même endroit, et en même temps il n'est pas enfermé. C'est-à-dire que moi j'ai pas de problème à ce que mon créateur de contenu aille continuer à produire ses propres contenus, aller travailler avec des concurrents sur la production de contenu. Je suis complètement agnostique. Moi ce que je veux c'est que mon créateur soit content à la fin du mois.
Ouais, et que tu puisses continuer à faire tes activités Exactement. par ailleurs. Top. Écoute, merci. Merci François. Dernière question, donc le gimmick un peu d'émission. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Très bonne question, à laquelle je n'étais pas du tout préparé. Laisse-moi réfléchir. Je t'en prie. Alors pendant que tu réfléchis, ça peut être sur le golf. Ah oui? On m'a dit que sur le... Non, mais t'avais un petit niveau en golf. Non, oui, je suis ancien joueur de haut niveau et je joue encore pas trop mal. Je suis encore dans les 250 meilleurs français. Ah ouais, quand même. Bref, voilà. C'est un truc cool, ça, déjà, il faut le savoir. T'as le temps encore, entre tout ce que tu fais sur Propulse, de jouer? Faut être un petit peu organisé, surtout quand t'es père de famille. Ouais. Mais j'ai la chance d'avoir une femme qui pense à mon bien-être et donc qui me laisse. Est-ce que tu peux faire du business dans le golf? Il y a toujours ce mythe, tu sais, comme aux États-Unis, je vois toujours les présidents, mais patrons, etc. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui font du business dans le golf. Ouais. Et le nombre de... Je pense que ça se compte en milliards d'euros, le nombre de contrats qui sont signés sur les parcours. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, le golf, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la vraie personnalité des gens. La manière de se comporter sur un parcours, en fait... tu veux dire par rapport un peu à l'étiquette qu'il y a autour du golf ou le côté un peu compétiteur? Non, en fait, le golf, on joue tout seul contre un parcours. Donc, si on est mauvais... c'est que à cause de nous en fait. C'est pas l'adversaire qui a joué la partie de sa vie en fait. Ouais. C'est juste nous qui sommes mauvais. Oui, tu veux dire même que contrairement aux échecs, moi je joue aux échecs, il y a pas de hasard, mais il y a quand même l'adversaire en face qui peut mieux jouer que toi. Là, c'est juste toi tout seul. Voilà. Comme les fléchettes un peu. Exactement. Sauf que je pense que tu signes moins de contrats avec une pinte, en tout cas pas les mêmes types de contrats. Voilà. Et donc en fait le golf c'est vraiment un révélateur de la personnalité des gens parce que c'est extrêmement frustrant. Donc ça montre comment quelqu'un réagit dans l'échec et dans la frustration. Et c'est un truc qui dure 4 heures. Donc on a vraiment le temps de discuter. C'est des moments où en fait vous avez 30 secondes de concentration, 2 minutes où vous marchez jusqu'à la balle, 30 secondes de concentration, 2 minutes où vous marchez jusqu'à la balle. Donc on a le temps de discuter avec les gens. Donc c'est à la fois évidemment, en plus dans un lieu privilégié, parce que voilà, on est au milieu d'une forêt, ou on est dans un endroit où on est un petit peu plus tranquille. Donc à la fois ça permet de faire connaissance, de voir la personnalité des gens, et d'être dans un cadre qui fait qu'on se sent un peu plus intime et un peu plus à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contrats qui se signent. Et j'en profite aussi pour dire que voilà, maintenant le golf est quelque chose qui est démocratisé. Vous pouvez jouer à peu près au même prix que le tennis, vous pouvez jouer au golf. Mettez vos enfants au golf, c'est vraiment une vraie école de la vie, ça apprend énormément sur soi-même, ça apprend la concentration, ça apprend le respect des autres, ça apprend la maîtrise de soi. Voilà, c'est un sport qui est très 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 dur, mais sur lequel voilà, les enfants peuvent progresser très vite, prendre énormément de plaisir. Donc voilà, c'est un petit peu mon message. Ce sera ton truc cool, sauf peut-être trouver autre chose. Exactement. Mais sinon ce sera inscrivez vos enfants au golf et vous pourrez peut-être faire du business et croiser Pierre Noyac sur les parcours. Merci beaucoup plaisir. Pierre, bravo pour tout ça. François. Au plaisir de suivre les évolutions un peu de Propulse et puis merci pour cette plongée un peu dans l'économie des créateurs de contenu qui est un truc de ouf qui n'existait juste pas il y a 10 ans quasiment. Tu disais les vidéos d'il y a 10 ans n'avaient rien à voir avec aujourd'hui. Donc c'est des métiers qui n'existaient pas, d'une industrie qui n'existait pas, qui ne cesse d'évoluer. Donc c'est assez intéressant d'avoir un instant T l'état de l'art. Merci beaucoup François. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.